Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux histoires pour dormir, spécialement conçue pour les adultes qui cherchent à se détendre avant de trouver le sommeil. Aujourd'hui, je vous propose une aventure classique et captivante, Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Ce récit, écrit en 1864, est un chef-d'œuvre d'aventures et de découvertes scientifiques qui continue d'inspirer des générations de lecteurs. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre soutien et vos commentaires encourageants. C'est grâce à vous que cette chaîne peut continuer à partager ces moments de calme et d'évasion. Alors, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter par cette histoire fascinante. Bonne écoute et doux rêves. Plongez dans l'univers captivant de Voyage au centre de la Terre, un roman d'aventure incontournable signé Jules Verne. Suivez les pas du professeur Lidenbrock, un géologue passionné, et de son neveu Axel, lorsqu'ils découvrent un mystérieux parchemin dans un vieux livre. Ce document cryptique les mène à entreprendre une expédition audacieuse vers le cœur de notre planète. Accompagnés de Hans, leur guide islandais, ils traverseront des paysages fantastiques, affronteront des dangers insoupçonnés et vivront des aventures extraordinaires. Entre science, imagination et suspense, ce récit vous transportera dans un monde souterrain peuplé de merveilles et de mystères. Parfait pour ceux qui cherchent à s'évader avant de s'endormir, cette version audio relaxante est idéale pour les adultes en quête de tranquillité. Chapitre 1. La découverte du parchemin. Dans le bureau encombré du professeur Otto Lidenbrock, situé dans une vieille maison de Hambourg, l'atmosphère était imprégnée d'une odeur de papier ancien, de cire à cacheter et de cuir usé. Ce jour-là, un après-midi pluvieux de mai 1863, le professeur parcourait fébrilement les pages d'un vieux manuscrit islandais qu'il venait d'acquérir lors d'une vente aux enchères. Le livre, couvert de poussière et de runes presque effacées, semblait avoir traversé les siècles sans jamais révéler tous ses secrets. Mais Lidenbrock, géologue passionné et homme d'une curiosité insatiable, n'était pas du genre à abandonner une énigme sans l'avoir résolue. Assis à son bureau, son neveu Axel, un jeune homme de 19 ans au caractère timide mais intelligent, observait son oncle avec une pointe d'amusement mêlée d'inquiétude. « Encore un de ces vieux grimoires, mon oncle ?» demanda-t-il doucement, tandis que Lidenbrock tournait les pages avec une impatience croissante. Ces livres sont souvent remplis de superstitions et de contes sans fondement. Le professeur lui lança un regard sévère par-dessus ses lunettes. « Superstition, mon garçon, la science elle-même est née de ce que certains appelaient superstition. Chaque mot ici pourrait être une clé pour comprendre notre monde. » Il poursuivit sa lecture, marmonnant des bribes de latin et d'islandais anciens. Soudain, un détail attira son attention. Une feuille jaunie, glissée entre deux pages, portait des inscriptions en runes mystérieuses. Lidenbrock bondit de sa chaise, faisant tomber une pile de documents. « Axel, regarde cela. C'est un message codé, peut-être même une carte. » Les deux hommes passèrent des heures à décrypter les symboles, utilisant des ouvrages de référence et leur propre intuition. Finalement, ils réussirent à traduire une partie du texte. « Descends dans le cratère du Sneffels jusqu'au centre de la Terre. Là, tu trouveras la vérité. » Les yeux de Lidenbrock brillaient d'excitation. « C'est une invitation, Axel. Une invitation à explorer les entrailles de notre planète. Nous devons partir immédiatement. » Axel, bien que fasciné par l'idée, sentit une vague d'angoisse l'envahir. « Mon oncle, êtes-vous certain que ce soit sage ? Descendre sous terre dans des tunnels inexplorés, c'est dangereux, voire impossible. » Mais Lidenbrock refusa d'écouter les objections de son neveu. Pour lui, cette découverte était une opportunité unique, une chance de prouver ses théories sur la structure interne de la Terre. La science avance grâce au courageux Axel. Si nous ne tentons rien, nous n'apprendrons jamais rien.
Le soir venu, alors que la pluie continuait à tambouriner contre les fenêtres, Lidenbrock préparait déjà leurs bagages. Axel, allongé dans son lit, ne pouvait s'empêcher de penser au danger qui les attendait. Mais il savait aussi qu'il ne pourrait jamais convaincre son oncle de renoncer à cette aventure. Le voyage vers le centre de la Terre commençait ici, dans ce bureau poussiéreux, sous les yeux brillants d'un homme obsédé par la connaissance. Pendant plusieurs jours, Lidenbrock étudia minutieusement le parchemin, cherchant des indices supplémentaires. Il consulta des cartes géologiques, des traités scientifiques et même des légendes islandaises. Plus il en apprenait, plus il était convaincu que cette expédition changerait à jamais la compréhension humaine de la Terre. Axel, quant à lui, se plongea dans des lectures sur les explorations souterraines, espérant trouver des informations qui pourraient les aider à survivre. Un soir, alors qu'ils discutaient autour d'une tasse de thé, Axel posa une question qui le hantait depuis le début. « Et si nous ne trouvons rien, mon oncle? Et si ce voyage se termine en catastrophe ?» Lidenbrock sourit, un éclat de détermination dans les yeux. « Même si nous ne trouvons rien, Axel, nous aurons appris quelque chose. Et parfois, c'est dans l'échec que naissent les plus grandes découvertes. » Cette réponse laissa Axel perplexe. Il admirait l'enthousiasme de son oncle, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir une peur sourde. Le lendemain, ils commencèrent à rassembler leur équipement. Cordes solides, lanternes à huile, provisions pour plusieurs semaines, instruments scientifiques et, bien sûr, le précieux parchemin. Chaque objet ajouté à leur sac semblait rendre l'aventure plus réelle, plus tangible, mais aussi plus effrayante. Enfin, le jour du départ arriva. Alors qu'ils montaient dans la diligence qui les emmènerait à Reykjavik, Axel jeta un dernier regard à la maison familiale. Il ne savait pas encore que ce voyage allait transformer à jamais sa vision du monde et de lui-même. Chapitre 2. Le voyage vers l'Islande. Dès l'aube, Lidenbrock et Axel quittèrent Tambour, emportant avec eux des instruments scientifiques, des lanternes, des provisions et, bien sûr, le précieux parchemin. Le trajet jusqu'à Reykjavik fut long et éprouvant. Ils traversèrent des paysages nordiques sombres et désolés, où le vent glacé fouettait leurs visages et où le soleil semblait à peine se lever avant de disparaître derrière des nuages bas. À Reykjavik, ils rencontrèrent Hans Bjelke, un guide islandais au visage buriné par les intempéries. Hans, un homme de peu de mots mais d'une grande compétence, accepta de les accompagner jusqu'au cratère du Sneffels. Son calme et sa connaissance du terrain rassurèrent quelque peu Axel, qui redoutait encore l'expédition. Le chemin vers le volcan fut parsemé de défis. Les routes étaient emboueuses, les sentiers escarpés et glissants. À plusieurs reprises, Axel faillit abandonner, mais Lidenbrock, imperturbable, continuait d'avancer, encouragé par la perspective de découvrir les secrets de la Terre. Pendant une halte, Axel demanda à Hans pourquoi il avait accepté de les guider dans une mission aussi périlleuse. « Parce que je sais que les montagnes gardent des secrets », répondit simplement Hans, « et parce que votre oncle paie bien. » Enfin, après plusieurs jours de marche, ils atteignirent le pied du Sneffels. Le cratère, imposant et menaçant, semblait les inviter à descendre dans ses profondeurs. Lidenbrock, extatique, examina attentivement les parois rocheuses pour trouver l'entrée mentionnée dans le parchemin. « Nous sommes sur le point de faire l'histoire, Axel », murmura-t-il, les yeux rivés sur le sommet. Mais Axel, levant les yeux vers le ciel gris, ne pouvait s'empêcher de penser qu'ils étaient sur le point de faire une erreur monumentale. L'eau. Lendemain, ils commencèrent leur ascension du volcan. Le chemin était ardu, parsemé de pierres tranchantes et de vents violents. Axel, épuisé, se demandait comment ils allaient pouvoir survivre dans un environnement aussi hostile. Mais Lidenbrock, toujours animé par sa passion, encourageait ses compagnons à chaque pas. « Nous y sommes presque, mes amis. Chaque mètre nous rapproche de la vérité. »
Finalement, après des heures d'efforts, ils atteignirent le cratère. La vue était à couper le souffle, un immense gouffre noir s'ouvrait devant eux, comme une porte vers l'inconnu. Lidenbrock sortit une corde et commença à préparer leur descente. « C'est ici que commence notre véritable aventure », dit-il, les yeux brillants d'excitation. Mais Axel, en regardant le vide devant lui, ne pouvait s'empêcher de ressentir un frisson d'appréhension. Chapitre 3. L'entrée dans l'inconnu. Après des heures d'exploration minutieuse, Lidenbrock identifia enfin une fissure dans la roche qui correspondait aux indications du parchemin. « C'est ici, Axel, c'est par là que nous devons passer », s'écria-t-il, sa voix résonnant dans l'immensité silencieuse du cratère. Armés de cordes, de lampes à huile et de leur courage, les trois hommes commencèrent leur descente. La fissure, étroite et humide, s'enfonçait rapidement dans les ténèbres. Chaque pas les éloignait davantage de la lumière du jour, et bientôt, ils furent entièrement plongés dans une obscurité oppressante. Les murs rocheux suintaient d'humidité, et le sol irrégulier rendait chaque mouvement difficile. Axel, qui fermait la marche, sentait son cœur battre à tout rompre. « Mon oncle, êtes-vous sûr que c'est la bonne voie? Et si nous étions bloqués ici ?» Sa voix tremblait, légèrement, trahissant son anxiété. « La science exige des sacrifices, Axel, » répondit Lidenbrock sans se retourner. « Et puis, nous avons Hans avec nous. Il connaît ces terres mieux que personne. » La descente se poursuivit pendant ce qui sembla des heures. Enfin, ils débouchèrent dans une immense cavité souterraine. La lumière de leur lanterne révéla des formations rocheuses étranges. Des stalactites acérées pendaient du plafond, et des stalagmites massives jaillissaient du sol. L'air était chargé d'une humidité froide, et un silence absolu régnait, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Lidenbrock, enthousiasmé par cette découverte, sortit son carnet pour noter ses observations. « Regarde, Axel, ces formations sont le résultat de millions d'années de dépôts minéraux. C'est une véritable archive géologique. » Mais Axel, toujours anxieux, ne partageait pas l'enthousiasme de son oncle. Pour lui, cet endroit était sinistre, presque menaçant. Ils décidèrent de camper dans la cavité pour la nuit. Allongé sur le sol dur, Axel fixait le plafond rocheux, incapable de trouver le sommeil. Il se demandait si, au matin, il trouverait un chemin vers le centre de la Terre, ou s'il serait condamné à errer éternellement dans ces tunnels obscurs. Le lendemain, ils reprirent leur exploration. Chaque pas les menait plus profondément dans les entrailles de la Terre, révélant des paysages de plus en plus étranges. Des rivières souterraines scintillaient sous la lumière de leurs lanternes, et des formations cristallines projetaient des ombres fantastiques sur les murs. Axel, malgré sa peur, commençait à ressentir une fascination grandissante pour ce monde souterrain. Mais bientôt une nouvelle difficulté surgit. Une crevasse infranchissable barrait leur chemin. Lidenbrock, déterminé, improvisa un pont à l'aide de planches et de cordes. « Nous ne pouvons pas abandonner maintenant, » dit-il, les yeux brillants. Axel, bien qu'effrayé, suivit son oncle, sachant qu'il n'avait pas d'autre choix. Chapitre 4. Les merveilles souterraines. Après avoir franchi la crevasse grâce à l'ingéniosité de Lidenbrock et à la solidité des cordes apportées par Hans, les trois explorateurs se retrouvèrent dans une nouvelle cavité qui semblait défier toute logique géologique. Cette fois, ils n'étaient pas accueillis par des ténèbres oppressantes, mais par une lumière douce et diffuse, émanant d'une source invisible. Les murs rocheux scintillaient, comme si des milliers de cristaux y étaient incrustés, projetant des reflets irisés sur leurs visages ébahis. Axel, encore marqué par la tension de leur traversée précédente, s'avança prudemment. « Mon oncle, d'où vient cette lumière ?» demanda-t-il, sa voix résonnant légèrement dans cet espace immense.
Il avait presque peur de briser le silence magique qui régnait ici. Lidenbrock, lui, ne répondit pas immédiatement. Son regard était fixé sur les formations cristallines qui semblaient vibrer sous leurs yeux. « C'est extraordinaire », murmura-t-il enfin, presque pour lui-même. Peut-être un phénomène phosphorescent naturel, ou bien quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Il sortit son carnet et commença à griffonner furieusement, capturant chaque détail de ce paysage irréel. Hans, toujours aussi taciturne, examinait les lieux avec une attention méthodique. Il tapota du pied le sol, vérifiant sa solidité, puis hocha légèrement la tête. « Solide », dit-il simplement, avant de reprendre sa marche silencieuse. Axel appréciait cette forme de calme rassurante chez le guide islandais. Dans ces moments où tout semblait si étrange et imprévisible, la présence stoïque de Hans agissait comme un ancrage. Ils continuèrent à avancer, découvrant peu à peu un monde souterrain qui dépassait toutes leurs attentes. Des champignons, géants, hauts comme des arbres, poussaient dans des clairières rocheuses. Leurs chapeaux larges et lumineux projetaient une ombre douce sur le sol humide. Des plantes inconnues, aux couleurs vives et aux formes étranges, parsemaient le décor. Certaines semblaient bouger légèrement, comme animées d'une vie propre. Axel tendit la main vers l'une d'elles, mais Lidenbrock l'arrêta d'un geste sec. « Ne touche à rien, Axel, nous ignorons ce que ces créatures peuvent dissimuler. » Le jeune homme retira sa main, un peu embarrassé. « Désolé, mon oncle, c'est juste que... c'est magnifique. On dirait un autre monde. »« C'est exactement ça, mon garçon, » répondit Lidenbrock, les yeux brillants d'excitation. « Un autre monde enfoui sous nos pieds depuis des millions d'années. Un monde que personne n'a jamais vu, jusqu'à aujourd'hui. Mais la beauté de cet endroit n'était pas sans danger. » Alors qu'il traversait une forêt de champignons géants, un bruit sourd résonna au loin, comme un grondement lointain. Axel s'immobilisa, le cœur battant. Qu'est-ce que c'était? Hans leva une main pour signaler le silence. Tous trois restèrent immobiles, écoutant attentivement. Le bruit se répéta plus fort cette fois, accompagné d'un frémissement dans le sol. « Un tremblement de terre », suggéra Axel, la voix tremblante. « Pas nécessairement », répondit Lidenbrock, scrutant les alentours. « Cela pourrait être une rivière souterraine ou peut-être une activité volcanique. Nous devons rester vigilants. » Le groupe reprit sa route, mais l'atmosphère avait changé. La fascination qu'ils avaient ressentie en entrant dans cette cavité céda progressivement la place à une certaine anxiété. Chaque pas semblait les plonger davantage dans l'inconnu, et Axel se surprit à jeter des regards fréquents derrière lui, comme s'il craignait qu'une créature invisible ne les suive. Enfin, après plusieurs heures de marche, ils atteignirent une nouvelle découverte stupéfiante. Un lac souterrain aux eaux parfaitement immobiles, reflétant les cristaux lumineux du plafond comme un miroir parfait. À la surface de l'eau flottaient des plantes aquatiques aux fleurs fluorescentes, émettant une lumière douce et bleutée. Lidenbrock s'accroupit au bord du lac, plongeant précautionneusement ses doigts dans l'eau. « Étonnant », murmura-t-il. « Cette eau est tiède et elle semble contenir des minéraux inconnus. » Axel, fasciné malgré sa peur, s'agenouilla à côté de son oncle. « C'est comme si nous étions dans un rêve, » dit-il doucement. « Tout ici semble si irréel. » Lidenbrock sourit, un éclat de fierté dans les yeux. « Et pourtant c'est bien réel, Axel. C'est la preuve que notre planète recèle encore des mystères que nous ne soupçonnons même pas. Peut-être que ce lac mènera à d'autres découvertes, peut-être même au véritable centre de la Terre. » Mais avant qu'ils ne puissent envisager de traverser le lac, un nouveau bruit retentit. Cette fois, il ne s'agissait pas d'un grondement sourd, mais d'un cri strident, venant des profondeurs de la cavité. Axel sentit un frisson glacé parcourir son dos. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-il, sa voix à peine audible.
Hans, qui observait attentivement les environs, pointa du doigt une ombre mouvante au loin. « Animal » dit-il simplement. Lidenbrock ajusta ses lunettes, tentant de distinguer la créature. Intriguant, cela pourrait être une espèce préhistorique, survivant dans cet environnement isolé. Axel, quant à lui, n'avait aucune envie de rencontrer cette créature de plus près. « Peut-être devrions-nous rebrousser chemin ?» suggéra-t-il, essayant de masquer sa panique. « Rebrousser chemin ?» répéta Lidenbrock, incrédule. « Nous venons à peine de commencer. Non, nous devons continuer. Mais soyez prudents, tous les deux, nous ne savons pas ce qui nous attend. » Avec une certaine réticence, Axel suivit son oncle, tandis que Hans fermait la marche, prêt à intervenir en cas de danger. Ils longèrent le lac, leurs lanternes projetant des ombres vacillantes sur les murs cristallins. Chaque pas semblait les rapprocher d'un mystère encore plus grand, mais aussi d'un danger potentiel. Chapitre 5. La tempête souterraine. Alors qu'ils poursuivaient leur exploration, les explorateurs furent soudain confrontés à un phénomène inattendu, une tempête souterraine. Le ciel artificiel de la caverne, formé par les cristaux, lumineux, s'assombrit brusquement, comme si une nuit soudaine tombait sur eux. Le vent se leva, soufflant avec une violence inouïe, et des vagues commencèrent à agiter la surface du lac paisible qu'ils avaient admiré plus tôt. « Que se passe-t-il » cria Axel, luttant pour garder son équilibre contre les rafales. Ses cheveux volaient en tous sens et ses vêtements trempés par l'humidité le collaient à sa peau. Lidenbrock, bien que secoué, semblait presque excité par cet événement. Une perturbation atmosphérique souterraine, fascinant. Cela pourrait être lié à des courants d'air chaud montant des profondeurs de la Terre. Hans, toujours pragmatique, désigna un renfoncement rocheux non loin. « Refuge », dit-il simplement, avant de se diriger rapidement vers l'abri improvisé. Les trois hommes se blottirent dans la petite alcôve protégée des vents violents. De là, ils observèrent la scène chaotique qui se déroulait devant eux. Les vagues du lac se transformèrent en véritables montagnes liquides, projetant des gerbes d'eau lumineuses dans toutes les directions. Les plantes fluorescentes furent arrachées de leurs racines et emportées par le vent, créant des traînées de lumière dans l'obscurité. Axel, tremblant de froid et de peur, se tourna vers son oncle. « Croyez-vous que cela va s'arrêter ?»« Bien sûr que oui », répondit Lidenbrock, bien que sa voix trahisse une certaine inquiétude. « Les forces naturelles ont toujours un cycle. Nous devons simplement attendre que cela passe. » Pendant ce temps, Hans inspectait les parois rocheuses autour d'eux, cherchant des signes d'instabilité. Il tapota doucement la pierre, écoutant les vibrations. « Stable », conclut-il, avant de retourner s'asseoir près des autres. La tempête dura plusieurs heures, pendant lesquelles les explorateurs restèrent silencieux, concentrés sur leur survie. Finalement, les vents diminuèrent, et la lumière cristalline revint lentement, révélant une caverne transformée. Le lac était maintenant agité, et des fragments de plantes fluorescentes flottaient à sa surface. Mais au-delà du chaos, une nouvelle opportunité se présentait. Une ouverture dans la paroi rocheuse révélée par l'érosion causée par la tempête. « Regardez !» s'exclama Lidenbrock, bondissant sur ses pieds. « Ce tunnel pourrait être notre prochaine étape. Il semble mener plus profondément dans la terre. » Axel, encore épuisé par l'expérience, hésita. « Vous êtes sûr que c'est prudent, après ce que nous venons de vivre ?»« Prudent ?» répéta Lidenbrock avec un sourire. « La prudence n'a jamais mené à de grandes découvertes, Axel. Viens, suivons ce chemin. » Hans, fidèle à lui-même, se contenta de hocher la tête et de prendre la tête du groupe. Ensemble, ils pénétrèrent dans le tunnel, prêts à affronter ce que l'inconnu leur réservait encore. Chapitre 6. Les secrets du passé.
Le tunnel dans lequel ils s'engagèrent après la tempête souterraine semblait différent de tous ceux qu'ils avaient traversés jusqu'alors. Ces parois n'étaient pas seulement rocheuses, mais parsemées d'inscriptions gravées dans la pierre, certaines vieilles, de plusieurs millénaires, d'autres plus récentes. Lidenbrock, fasciné, s'arrêta pour examiner ces symboles avec attention. « Regardez cela !» s'exclama-t-il, sa voix résonnant légèrement dans l'espace confiné. Ce sont des traces d'une civilisation ancienne, peut-être même une société qui vivait sous la surface de la Terre. Axel, encore fatigué par les événements précédents, s'approcha à contre-cœur. Les inscriptions ressemblaient à des runes, mais elles étaient accompagnées de dessins primitifs représentant des créatures étranges, mi-humaines, mi-animalières. « C'est effrayant », murmura-t-il, ses yeux parcourant les images. On dirait qu'il voulait nous avertir de quelque chose. Hans, toujours silencieux, inspecta les gravures avec un regard critique. Il pointa du doigt une série de marques profondément incrustées dans la pierre. « Outils », dit-il simplement. « Exactement, Hans », approuva Lidenbrock. Ces gens utilisaient des outils rudimentaires pour transmettre leur message. Peut-être essayaient-ils de raconter leur histoire ou de prévenir les intrus comme nous. Alors qu'ils avançaient plus loin dans le tunnel, ils découvrirent des vestiges encore plus explicites de cette mystérieuse civilisation. Des ossements fossilisés, des outils brisés et des fragments de poterie. Axel, malgré sa peur, ne pouvait s'empêcher d'être captivé. C'est comme si nous étions des archéologues découvrant une cité perdue, dit-il, ramassant un morceau de poterie décoré de motifs complexes. C'est exactement ce que nous sommes, Axel, des explorateurs des profondeurs. Chaque découverte ici pourrait révolutionner notre compréhension de l'histoire humaine. Lidenbrock semblait transporté par l'enthousiasme, son carnet rempli de notes frénétiques. Mais alors qu'ils continuaient leur progression, une nouvelle découverte vint troubler leur fascination. Une immense salle, dont les murs étaient couverts de fresques colorées bien préservées. Ces peintures représentaient des scènes variées, des hommes chassant des créatures gigantesques, des villages souterrains illuminés par des cristaux lumineux et des cérémonies étranges où des figures humanoïdes semblaient invoquer des forces inconnues. Lidenbrock, émerveillé, passa ses doigts sur les fresques. Cela dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Ces gens n'étaient pas de simples survivants, mais une véritable civilisation avancée, adaptée à leur environnement. Axel, cependant, sentait un malaise croissant. Certaines fresques montraient des scènes de destruction, des villages en flammes et des créatures terrifiantes surgissant des profondeurs. « Mon oncle, vous croyez que cette civilisation a disparu à cause d'un cataclysme ?» Lidenbrock hocha lentement la tête. « C'est possible. Peut-être ont-ils été victimes d'une activité volcanique ou d'un autre phénomène naturel. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont laissé derrière eux des avertissements, des signes que nous devrions interpréter avec prudence. » Hans, fidèle à lui-même, se contenta de scruter les alentours, prêt à réagir au moindre danger. Son instinct semblait lui dire que cette salle n'était pas sans risque. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la salle, Axel remarqua une inscription isolée près de l'entrée. Elle était gravée dans une langue qu'il ne comprenait pas, mais elle semblait différente des autres. « Mon oncle, regardez ça !» Lidenbrock ajusta ses lunettes et examina attentivement les runes. « C'est latin médiéval », murmura-t-il surpris. « Quelqu'un d'autre est déjà venu ici bien avant nous. » Cette révélation fit naître un frisson chez Axel. « Vous voulez dire, nous ne sommes pas les premiers à explorer cet endroit ?»« Pas du tout », répondit Lidenbrock, pensif. « Mais cela signifie aussi que d'autres aventuriers ont survécu assez longtemps pour laisser leur marque. C'est une bonne nouvelle, non ?» Axel n'en était pas si sûr. Il avait l'impression que chaque découverte les rapprochait autant de la vérité que du danger. Le groupe reprit donc la route, suivant un chemin qui semblait mener encore plus profondément dans les entrailles de la terre. Chapitre 7.
le retour à la surface. Après des jours, peut-être des semaines, d'exploration dans les profondeurs de la Terre, les trois hommes étaient épuisés, tant physiquement que mentalement. Leurs provisions diminuaient rapidement, et l'air devenait de plus en plus chaud et difficile à respirer. Pourtant, Lidenbrock refusait d'abandonner. « Nous sommes proches, je le sens », affirmait-il, même si Axel commençait à perdre espoir. Un jour, alors qu'ils marchaient péniblement, dans un tunnel particulièrement étroit, ils entendirent un grondement sourd, bien plus fort que tout ce qu'ils avaient connu auparavant. Le sol trembla sous leurs pieds et une lumière rougeâtre apparut au loin. « Un volcan actif !» s'écria Lidenbrock, à la fois excité et inquiet. « Nous devons être extrêmement prudents. » Ils avancèrent avec précaution, guidés par la lumière croissante. Enfin, ils débouchèrent dans une immense cavité remplie de magma bouillonnant. Une colonne de lave jaillissait vers le ciel, créant une scène digne d'un tableau apocalyptique. Mais ce qui attira immédiatement leur attention, c'était une ouverture au-dessus d'eux, menant directement à la surface. « C'est notre chance », déclara Lidenbrock, les yeux brillants. « Nous pouvons utiliser cette cheminée volcanique pour remonter. » Axel, cependant, était horrifié. « Vous voulez dire passer à travers un volcan en éruption ?»« Exactement, » répondit son oncle imperturbable. « C'est notre seule option. » Hans, toujours pragmatique, inspecta rapidement les environs et trouva des câbles et des cordes abandonnés par des explorateurs précédents. Avec son aide, ils improvisèrent un système pour grimper le long de la paroi rocheuse, évitant autant que possible les projections de lave. La montée fut éprouvante. La chaleur était insupportable et chaque mouvement exigeait un effort colossal. Axel, à bout de force, faillit plusieurs fois lâcher prise. Mais Hans et Lidenbrock, chacun à leur manière, le poussèrent à continuer. « Ne regarde pas en bas, Axel. Concentre-toi sur la lumière !» cria Lidenbrock. Finalement, après des heures de lutte, ils atteignirent l'ouverture. Un souffle d'air frais les accueillit et ils se retrouvèrent à la surface. Mais pas là où ils s'y attendaient. Au lieu de revenir en Islande, ils étaient sortis près du Stromboli, en Italie, épuisés mais triomphants. Ils furent recueillis par des villageois locaux, stupéfaits par leur histoire. De retour à Hambourg, Lidenbrock publia un récit détaillé de leur voyage, bouleversant la communauté scientifique et suscitant un intérêt mondial pour les profondeurs de la Terre. Axel, quant à lui, avait changé. Ce voyage l'avait transformé, lui donnant une nouvelle perspective sur la vie et sur les limites de la connaissance humaine. « Nous avons vu des choses que peu d'hommes verront jamais », dit-il un soir, assis près de la fenêtre de leur bureau. « Et pourtant, il reste tant de mystères à découvrir. » Lidenbrock sourit, posant une main sur l'épaule de son neveu. « La science est un voyage sans fin, Axel, et nous n'avons fait que gratter la surface. » Chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette adaptation audio de Voyage au centre de la Terre. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits apaisants. Laissez un commentaire pour partager vos impressions ou suggérer des livres que vous aimeriez entendre. Bonne nuit et à très bientôt pour une nouvelle aventure littéraire.